messieurs, bonjour. Donc, en qualité de présidente du réseau de chercheurs italiens en France, j'ai l'honneur d'ouvrir cette seconde édition de la journée de la recherche italienne dans le monde et en France pour nous ici. Et je suis vraiment ravie d'accueillir à l'ambassade à l'occasion de la journée de la recherche italienne dans le monde, une rencontre qui cette année est en sa deuxième édition. Tout cela, c'est la démonstration que ce rendez-vous nous permet de consolider un réseau de relations. Je dirais même d'élargir ce réseau et valoriser plus efficacement le travail d'équipe que nous faisons ici à l'ambassade avec tout le système italien. Ce jour même, un 15 avril, dans un petit bourg aux portes de Florence, naissait l'un des plus grands génies de l'histoire. Il y a 500 ans, le 2 mai, à quelques kilomètres à peine d'ici, Leonardo da Vinci concluait son extraordinaire existence. Deux dates hautement symboliques. Leonardo da Vinci est l'icône la plus importante de la Renaissance italienne. Chers amis, il faut toujours rappeler l'importance des thèmes qui investissent le monde de la recherche, des thèmes qui concernent plus généralement son rôle dans notre société. La recherche est un défi crucial parce qu'elle est moteur d'innovation. L'innovation en son tour permet de donner un nouvel essor au système économique et social. Plus d'innovation signifie plus de développement et plus de bien-être pour tout le monde. Il faut innover pour être compétitif. Bref, de la capacité d'innover dépendra l'enjeu du futur. Nous devons tous ensemble développer un mécanisme vertueux capable de conjuguer les besoins individuels et les intérêts collectifs de nos deux pays et de l'Europe. Le triptyque recherche, innovation, formation est au centre de l'agenda européen. Et je vous invite à suivre ces travaux dans l'esprit de l'enseignement très actuel et pertinent de Leonardo. Savoir écouter signifie posséder avec le sien le cerveau des autres. J'ai pensé que le point de début idéal, ce serait la figure de Léonard de Vinci, qui a déjà été célébré dans les discours qui ont précédé, qui incarne quelque part à la fois l'artiste, le scientifique, l'ingénieur, l'inventeur, tout un tas de choses qui, dans l'optique actuelle, sont complètement séparées. Les sciences sont considérées comme quelque chose qui est en dehors du monde culturel et très lointain des arts. Et Léonard de Vinci, de manière exceptionnelle, incarne un temps où ça n'était pas le cas. Les arts et les sciences étaient beaucoup plus proches à l'époque de la Renaissance. Et quelque part, la table ronde d'aujourd'hui témoigne du fait qu'encore aujourd'hui, elles le sont. On connaît des sciences qui travaillent au service des arts qui travaillent pour les sciences. Des disciplines qui peuvent contribuer aux sciences du patrimoine. Et pour ce qui me concerne, c'est la chimie analytique appliquée aux objets du patrimoine, c'est-à-dire l'archéométrie. Voilà quelques exemples des résultats de l'archéométrie appliquée à l'étude des pigments. Je voulais savoir, j'ai vu ton parcours assez exceptionnel, bravissimo. J'ai une question difficile peut-être, je voulais savoir si je vais être ravi, moi, ou triste de ton retour en Italie. Non, en fait, le projet où je vais démarrer en Italie, c'est un projet très intéressant, ça n'a rien à voir avec les peintures, c'est un projet pour la conservation du patrimoine bâti, et c'est spécifiquement lié au patrimoine bâti dans les zones sismiques, à haute risque sismique. Vous pouvez vous demander comment les mathématiques peuvent rentrer dans ce type de problème, parce que c'est une question que j'imagine quelqu'un d'entre vous est en train de se poser. Alors, il y a des techniques mathématiques qui sont universellement utilisées dans la science qui s'appellent méthodes au principe variationnel.
et qui donne ce qu'on appelle une solution optimale à un problème. Comment est-ce qu'on peut utiliser ces techniques mathématiques pour proposer une solution au problème de la minimisation de la perception des lacunes dans les fresques? On voulu donner un outil aux personnes qui travaillent dans la restauration des fresques. Les œuvres d'art, ce n'est pas que des images qu'on regarde au musée, mais c'est des objets, et c'est des objets périssables. Ils sont en vie, une durée de vie tellement plus longue que la nôtre, que souvent on oublie qu'un jour ils vont disparaître. Et en fait, la tâche des restaurateurs, c'est celle de lui rallonger la vie le plus possible. Le restaurateur, c'est un personnage qui a un double profil, scientifique et artistique, parce qu'on fait beaucoup de chimie physique, microbiologie pour comprendre les techniques picturales et appréhender les altérations de ces dernières. Et donc, je dirais aussi que pour la restauration d'une œuvre d'art, il faut impérativement, et je le dis avec les mots de Cecilia Rossini dell'Opificio delle Biennale de Florence, justement, c'est un tabouret à 3 pieds, le scientifique, l'historien d'art et le restaurateur, et un tabouret avec 2 pieds ne tient pas. C'est-à-dire que c'est vraiment un secteur interdisciplinaire, la conservation des œuvres d'art. Et je dirais aussi que si le restaurateur, c'est celui qui fait l'acte d'intervenir physiquement sous l'œuvre, cet acte est dicté par une réflexion commune qui est parfois très large, c'est-à-dire que j'ai restauré les œuvres de Léonard et quand je le fais, au fait, j'ai souvent des commissions avec des experts internationaux qui sont composés de beaucoup de personnalités du monde de l'histoire de l'art, mais aussi de scientifiques et des collègues. J'ai eu l'occasion de collaborer à la toute dernière phase de préparation de la grande exposition organisée au musée du Louvre sur les dessins et les manuscrits de Léonard. J'ai pu collaborer à la préparation du catalogue et j'ai découvert ainsi de tout près, d'un point de vue très particulier, l'univers graphique des dessins et de l'écriture de Léonard. C'est une émotion qui ne m'a plus jamais quittée depuis ce moment. J'ai donc entrepris une thèse de doctorat que j'ai pu orienter sur un domaine de recherche qui était encore largement inexploré, celui du traité de la peinture, dont j'ai étudié la genèse. Il s'agit en effet d'un texte complexe qui prend son origine à partir d'un manuscrit conservé à la Bibliothèque Vaticane, qui n'est pas un autographe, mais qui est compilé par un élève très très proche de Léonard, Francesco Maezzi. Il s'agit d'un document inestimable, qui a une importance fondamentale, parce que pour ces 3/4, les textes qu'il conserve sont autrement perdus. Souvent, quand on parle d'innovation, mais Léonard avait 22 ans quand pour la première fois dans le monde, l'État de Venise a décidé de donner des privilèges industriels, des monopoles aux inventeurs qui amenaient de nouvelles machines sur le territoire. Ce n'était pas important que la machine existait à Milan, autant qu'elle n'existait pas à Venise. Et grâce au dessin, Léonard réfléchit, il essaie, il s'amuse aussi, et il comprend, il s'approprie. Il fait des confrontations. Et si on veut utiliser donc une terminologie moderne, on peut dire que le dessin pour Léonard a aussi une fonction cognitive.
on va passer la parole à Paolo Diolio qui va nous montrer exactement qu'est-ce qu'on peut faire avec les technologies numériques sur des corpus aussi particuliers tels que les manuscrits. Vous avez la liste des carnets, par exemple, que Nietzsche utilisait pendant ses promenades pour annoter ce qui lui passait par la tête, finalement. Un sigle, comme on l'appelle, c'est-à-dire une référence bibliographique précise, simple, stable, sémantique, qui vous permet de les citer. Parce que si nous voulons que nos éditions électroniques, que nos instruments technologiques que nous utilisons soient vraiment utilisés par les chercheurs et rentrent pleinement, de plein droit, dans les discours académiques, il faut que ces documents soient citables. Et vous allez voir les articles qui citent cet aphorisme. Et si vous devez préparer un exposé tard le soir ou un colloque et vous avez demain matin, ça risque d'être très utile. Des archives audiovisuelles à la télévision française italienne et sur le web français italien qui sont utilisés pour raconter la construction de l'Union européenne, donc ce qu'on appelle l'intégration européenne. Du coup, ce qu'on fait, c'est que l'on va chercher dans les web et à la télévision française italienne quelles archives audiovisuelles on utilise lorsqu'on parle de l'Union européenne pour voir quels sont les éléments qui sont mis en avant et qui vont d'une certaine manière constituer l'imaginaire commun sur l'Europe et pour comprendre aussi s'il y a des différences entre les deux pays, par exemple, entre les différents médias, les différentes chaînes, etc. et voir comment donc les mondes des médias influencent notre mémoire collective. Je présente mon travail. Alors, ça c'est une représentation de la Via Francigena, comme photographiée sur Instagram. Ce sont toutes les photos qui sont prises et la vitesse est liée au point, aux étapes de la Via Francigena où il y a plus de photos. Un point, c'est très important dans ce type de recherche, c'est toutes les questions éthiques, déontologiques et méthodologiques qu'il faut garder en tête, surtout parce que ces types de traitements sont les plus utilisés par les décideurs publics et souvent sont produites en temps très rapide. Les décisions également s'appuient dans une démarche nouvelle et c'est ça le jet de mon projet UF sur lequel j'ai travaillé pour les prochains 4 ans. On a deux projets qui sont placés en troisième place ensemble. Et donc, il s'agit de Beatrice Biancardi et Sara Mazzotti. Les projets de Beatrice Biancardi, ça concernait un agent conversationnel animé qui adapte ses comportements aux réactions de l'utilisateur. Et le projet de Sara Mazzotti, c'était un projet sur la correction et la réécriture, l'exploitation numérique d'un corpus d'écrits scolaires corrigé. Le deuxième arrivé, c'est Alex Cipolla. Il est là. Alex Cipolla, il a présenté un projet en anglais, Improving Lithium Metal Electrode by Coupling, Modeling and Experiment of Dendrite Growth. Donc, il s'agissait d'une nouvelle
une nouvelle génération de piles au lithium. Voilà, bravo. Et donc, c'est mon plaisir d'annoncer que le premier est Lorenzo Bistoli. Lorenzo Bistoli a proposé un projet sur la Flex Electric Devices for Coronary Stent Monitoring. Voilà, bravo. Finalement, le public aussi a jugé Lorenzo Bistoli son préféré projet, donc c'est aussi le prix du public. Voilà, c'est comme ça, ça arrive. Je rappelle aussi que les 3 premiers, et donc en fait sont 4, pourront exposer leur projet ici en ambassade le 3 juin prochain à l'occasion de la fête de la République. Et donc moi je voudrais aussi remercier énormément la jury qui nous aidait beaucoup. Claudia Belli, Global Lead Social Enterprise and Microfinances à BNP Paribas. Ensuite, Duna Belghiti, présidente et cofondatrice de la start-up PhD Talent. Federica Biancon, elle travaille dans le Polyhub de Politecnico di Milano. On va remercier aussi Francesco Travagli, qui est enseignant spécialisé en entrepreneuriat, innovation, responsable du département entrepreneuriat et des majeurs entrepreneuriat à E2C Business School. Luisa Maschio, Head of Communication and Media Relations for Entrepreneurship ESSEC Business School. Merci beaucoup à la jury qui nous a fait le plaisir d'être ici. Et donc, le dernier mot de la fin, c'est un plaisir d'être là avec vous. J'espère de renouveler ce plaisir l'année prochaine. En tout cas, j'espère que Recife pourra travailler à nouveau avec vous tous.